Dès 1946, sur le plan institutionnel, la définition du préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, affirme que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition nous indique que la santé est donc un état, un idéal qui résulte d'un équilibre, d'un sentiment d'harmonie multidimensionnel instable. Le bien-être au travail, de quoi s'agit-il concrètement? Quels sont ses avantages? Est-ce vraiment important pour le salarié? Qu'en est-il de l'employeur? Autant de questions qui ne contribueront pas, croyez-moi, au bien-être de notre invité. Comptez sur moi. Bienvenue dans notre émission Sapico Park. L'angle de Sapico Park se veut volontairement provocateur pour casser les clichés et balayer les idées reçues. J'ai demandé à Philippe de me rejoindre pour mieux décoder cette notion, parfois aux 1000 interprétations et souvent un peu perchées. Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté mon invitation. Bon, peut-être que tu vas la regretter à la fin de cette vidéo. Très choquée d'avoir constaté qu'il a fallu 60 ans pour intégrer le bien-être au travail. C'est énorme, 60 ans. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir exactement c'est quoi le bien-être au travail. Qu'est-ce qu'on entend par bien-être au travail ? Alors d'abord, Véronique, merci de me recevoir, ça me fait très plaisir. Le bien-être, c'est une notion effectivement qu'on entend partout, et si on veut la définir, c'est personnel pour chacun évidemment. Moi, j'aurais tendance à dire que le bien-être au travail, c'est quand on va au travail et on en revient avec le sourire, sans la boule au ventre. On sait qu'on gère les problématiques de chaque jour, mais on n'y va pas à contre-cœur. Pour moi, le bien-être au travail, si on réussit ça, que le matin on se lève en disant « bon, je vais travailler » ou « waouh, je vais travailler », pour moi, c'est ça le bien-être au travail, le résultat d'un bien-être au travail. Donc, ce n'est pas forcément de se sentir épanoui dans son job. Ça fait partie. Ça fait partie. Quelqu'un qui est heureux, dans quel que soit le milieu, l'environnement, quelqu'un qui est heureux, ça veut dire qu'il a tout, il ou elle a ce qu'elle veut et ce qui l'épanouit quelque part. Alors, ce n'est pas forcément un épanouissement de grande taille, mais ce n'est pas non plus le phénomène inverse où on y va à contre-cœur. Pour moi, le bien-être au travail, c'est la personne qui ne va pas parler pendant 1 heure de son travail en disant des choses négatives. C'est quelqu'un qui va dire « ouais, moi le travail, je suis content, ouais, ça va, c'est bien, c'est bien ». Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. D'accord, mais alors, excuse-moi, cet état d'épanouissement, de bien-être, de j'ai pas la boule au ventre, je suis content d'aller travailler, ou du moins je suis pas stressé d'aller travailler, ça dépend donc de plusieurs facteurs, mais lesquels? Parce que pour certains, on va te parler de la décoration, on va te parler des différents jeux qu'on va mettre à disposition, des différents loisirs, activités, d'autres c'est le type de bureau, d'autres c'est un style de management. C'est quoi tous ces facteurs? Et qu'est-ce qu'il faut retenir principalement? Tu as répondu à la question, c'est tout ça. Simplement que tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses au même moment. Une société qui va mettre, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais une société qui va mettre un baby-foot dans la pièce de repos, c'est bien, c'est sympathique, mais ce n'est pas forcément pour plaire à tout le monde. D'accord ? En plus, quand on est en distanciel, en mode hybride, le baby-foot, il reste au travail et les efforts qui ont été faits en QVT, quelquefois, se trouvent un petit peu réduits puisque les gens ne sont plus au travail. Alors, excuse-moi, QVT, qualité de vie au travail. Alors justement, c'est très bien que tu le dises parce que qualité de vie au travail, QVT, c'est une chose, mais en fait, c'est QVG, c'est qualité de vie globale. On va en reparler plus tard parce que le global, il est important parce qu'il fait le mélange entre le travail et le personnel, la vie privée, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors, est-ce que, je vais être volontairement provocatrice, s'il y a un cadre de travail un peu, on va dire un peu austère ou un peu simpliste et que j'y mets 2-3 plantes vertes, ça ne suffit pas? Ça va suffire pour une personne, mais ça ne va pas suffire pour tous. Je rajoute la machine à café? La machine à café, c'est primordial, parce que ça se fait depuis toujours. D'ailleurs, si je peux revenir aux 60 ans dont tu parlais dans ton introduction, on a mis 60 ans à, tu te souviens ce que tu as dit tout à l'heure, oui. Pour le bien-être au travail, on est en cours.
c'est dans la lenteur des choses et dans l'ordre des choses. On a mis, je vais faire un parallèle un petit peu différent, mais en 1973, on a rendu la ceinture de sécurité obligatoire. Pendant 30 ans, on a triché, on ne l'a pas mise, etc. Et puis un jour, non seulement il y avait les amendes, mais on a mis un buzzer dans la voiture. Donc aujourd'hui, on ne peut plus conduire avec un bip, bip, bip en permanence. Oui. Pourquoi? Parce que ça a un coût. Ça a un coût émotionnel, ça a un coût sur le stress. Ça ne marche pas. En plus, il y a des amendes. Donc on s'est mis à mettre la ceinture automatiquement. Et aujourd'hui, c'est acquis. Oui, non mais attends, excuse-moi, oui, j'entends bien ce que tu dis, mais quand tu regardes, en France, c'est en 1898 que la loi du 9 avril marque un changement radical en matière de réparation des accidents du travail. Ensuite, il faut attendre 1919 pour que la législation des accidents du travail s'étend aux victimes de certaines maladies professionnelles. En 1946, l'assurance, en effet, contre les risques professionnels, etc., etc. Et j'ai envie de dire, il y a un auteur qui a sorti un film, Les temps modernes, qui parlait bien, déjà à l'époque, de certaines choses. Donc c'est vrai que je m'étonne un peu de cette lenteur et longueur à comprendre déjà quel est le coût, en effet, que ça engendre quand tu ne te sens pas bien, comme tu le disais, au niveau du travail. Et pourquoi, aujourd'hui, d'un seul coup, on a l'impression que c'est pratiquement un phénomène de mode? Parce que je pense que le responsable qui paye, il ne se rend pas compte du coût tant qu'il n'est pas face au coût. C'est-à-dire que quand ça commence à coûter à l'entreprise, en absentéisme, en tout ce qu'on peut, burn-out, la sécurité, c'est acquis aujourd'hui. On a mis du temps. Mais la sécurité, aujourd'hui, c'est numéro 1, puisque même les fabricants de machines mettent les sécurités sur les machines. Il y a des services qui sont spécialement dédiés à la sécurité en entreprise, c'est acquis. Le bien-être, c'est en cours. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, on commence à se rendre compte que le coût, il est énorme, parce que les gens ne sont pas là, parce que les gens sont démotivés, parce que les gens sont en bagarre entre eux, parce qu'il n'y a pas de communication, parce que le management ceci ou cela. Et ça ne vient pas que du haut, ça vient aussi d'en bas. C'est vraiment universel. Alors, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent oui, bah, tiens, on a vu certaines choses qui se passent aux USA, et en fait, c'est qu'un moyen pour faire davantage travailler les personnes que d'avoir sur place, comme tu l'as dit, le baby-foot ou autre, des différentes activités. Les gens se détendent et en fait, ils restent au travail beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, les appartements ne sont pas très loin. Ils ont différents types de restauration. Tout faire pour que le salarié reste le plus longtemps en entreprise et que c'est qu'un moyen détourné pour le faire travailler beaucoup plus. Alors, déjà, est-ce que c'est une tendance? C'est une tendance, parce que tout ce qui a été fait aux États-Unis, on le fait systématiquement 20 ans après. Que ça soit bien ou que ça soit pas bien, c'est un autre débat, je ne veux pas rentrer là-dedans. Maintenant, l'idée, c'est que la personne se sente bien, et si elle est en bon état mental, physique, etc., forcément, elle travaillera mieux. Il y a un monsieur qui s'appelle Richard Branson, qu'on connaît bien, puisqu'il emmène maintenant les gens dans la stratosphère, qui dit « Soigne tes employés, ils aimeront ton entreprise », ou leur entreprise, du coup. Donc c'est important, c'est pas, le bien-être, c'est pas pour... ok, ça donne une bonne image, c'est super, bravo messieurs les entrepreneurs qui effectivement font ce qu'il faut pour qu'on fasse le maximum pour que les personnes soient bien au travail. Mais c'est parce qu'elles vont être bien qu'il va y avoir du résultat. D'accord, donc la question, introduction, bien-être au travail, est-ce que c'est rentable? Toi, tu dis oui, c'est rentable. Moi, je dis oui, c'est rentable. Je peux citer un exemple éventuellement, si on peut parler d'une personne que j'ai accompagnée lors de séances. Il y avait quelques séances dédiées à tout le monde. On en parlera plus tard parce que voilà, il ne s'agit pas de suivre une personne pendant 10 semaines, c'est toutes les personnes régulièrement, celles qui ont besoin. On reviendra dessus après. Cette personne était absente pendant 2 ou 3 semaines. Je savais qu'il y avait un souci. J'ai demandé à une de ses collègues qui me dit sa maman est malade, elle est pas bien et donc elle doit s'occuper d'elle. Puis la semaine d'après, il se trouve que cette personne revient, personne administrative dans les bureaux, et je lui dis alors comment ça va, etc. J'ai entendu que voilà, vos collègues m'ont dit je prends des nouvelles, et elle me dit on parle surtout pas de ça, je ne veux pas. Ok, moi quand j'entends ça, ça veut dire souvent le contraire. Les psychologues me contrediront sur le sujet. Voilà. J'ai besoin de me lâcher un peu. Je reviens dessus avec douceur
Et du coup, on n'a parlé que de ça pendant l'heure qu'on avait à passer ensemble, 3/4 d'heure. Et elle m'explique que sa maman est effectivement à l'hôpital, mais elle ne s'est jamais occupée de sa fille de toute sa vie. Donc les deux sont comme ça. Mais elle a je révèle rien, personne ne la connaît, hein, on est d'accord. Et elle a un frère qui s'occupe absolument pas de sa mère. Donc elle est en conflit intérieur, volontairement ou pas volontairement. Oui, mais ça attends, ne fonctionne pas. Excuse-moi Philippe, est-ce que l'entreprise Justement. doit se préoccuper de ce genre de choses? Eh bien, justement, j'y viens parce que c'est ça, la clé, c'est que on a parlé de ça. En se quittant, elle me dit merci, je suis vraiment boostée, j'avais besoin, etc., etc. Comment a-t-elle travaillé? C'était un lundi. Comment a-t-elle travaillé le reste de la semaine? Il n'y a plus d'arrêt de travail par rapport à ça? Ben non, elle avait sa grosse boule au ventre pendant le début de journée. On s'est vu, je crois que c'était à la mi-journée. Et après, elle m'a dit, mais ça se voyait dans son visage, elle était libérée, souriante, même presque blagueuse. Et donc, je vous pose la question, comment a-t-elle travaillé le reste de la semaine avec ce poids en moins? Et là, on a traité un problème perso. D'accord, mais écoute, enfin, il faut que tu entendes quand même que c'est très difficile à cerner ce sujet, parce que, en effet, tu le disais, ça dépend de plusieurs facteurs. Alors, je vais te poser quelques questions, tu vas me dire, tiens, vrai et faux, on va faire un petit exercice. Ouais. Est-ce que mon job me plaît? Autrement dit, est-ce que j'aime ce que je fais? Ça rentre en ligne de compte ou pas? Bien sûr. Donc, mais je peux faire peut-être quelque chose qui ne me plaît pas et être dans un bon environnement. Oui, à partir du moment où la communication dans une équipe, par exemple, qu'il y ait un management qui soit bien ou que lui ou elle sache manager correctement et que tout soit fluide, à ce moment-là, ce n'est pas le job de ses rêves, mais c'est fait d'une manière confortable. Donc pour toi, c'est primordial de pouvoir répondre à cette question. Oui, je pense. Est-ce que je suis satisfait par les conditions de travail de mon entreprise? C'est un facteur? C'est un facteur, ça dépend ce qu'on entend par condition. Si c'est l'état des outils pour un travail, quel que soit, un outil informatique, ça peut être le camion, ça peut être une machine, ça peut être, encore une fois, à partir du moment où l'outil de travail est en bonne forme et que la personne a la possibilité de s'exprimer et d'exister, oui, c'est du bien-être au travail. Ai-je de bonnes relations avec la hiérarchie et les collaborateurs? Ai-je? Alors, il faudrait lui demander sa réponse à lui ou à elle. Non, mais est-ce que c'est les questions justement que l'on peut se poser, puisqu'a priori, l'aspect relationnel devient de plus en plus important, oui. Comme en effet les conditions de travail ou autres. Oui. Donc, il faut se poser la question, ai-je de bonnes relations avec la hiérarchie et les collaborateurs? Est-ce que c'est une bonne question? Ça fait partie d'un test que je fais de 20 questions pour évaluer sa qualité de vie au travail. Et effectivement, suis-je considéré, suis-je écouté, suis-je entendu, est-ce que j'existe? Tout ça, ce type de questions est là. Elles sont importantes et je pense que ceux avec qui j'échange sur le bien-être au travail, qui sont bien au travail, en règle générale, disent tous qu'ils sont entendus et qu'ils écoutent aussi. D'accord, alors je vais en venir à toi, ou plus précisément à toi, à tes collègues et à toi, le coach. Donc, c'est celui qui te dit ce qu'il faut faire pour aller bien? Ça, c'est ce qu'on croit. Ah! Il faut juste savoir, je vais faire très vite, le coach, ça vient d'un mot français qui est parti aux États-Unis et en Angleterre et qui est revenu. Ça vient du cocher. Le cocher, c'est celui qui est en haut de la calèche, qui t'emmène là où tu veux, mais c'est lui qui conduit. Donc, c'est lui qui décide, mais il t'emmène là où tu veux aller, là où il faut aller. Ah, d'accord. C'est parti de l'autre côté, ça s'appelle coach. C'est revenu chez nous, c'est resté là-bas parce que c'est un car pour transporter les personnes. Oui. Et puis, on a fait le coaching sportif avec un entraîneur qui est là pour pousser les gens à aller à l'objectif, avec sa méthode. Mais il y a la forme de coaching que moi je pratique et les collègues avec qui je travaille, c'est un coaching beaucoup plus humaniste où on va chercher ce dont la personne a besoin et en fonction de ses talents qu'elle ne connaît pas forcément, de façon à ce qu'elle-même aille là où elle doit aller. Alors, c'est les clair entreprises, oui, non, mais j'étais en train de me dire, oui, ok, mais enfin, si on commence à se préoccuper, excuse-moi, hein, je suis là pour un peu casser, casser les clichés, si on commence à se préoccuper des uns et des autres,
Peut-être que moi, dans une entreprise, je me sentirais très zen parce que, je raconte un peu n'importe quoi, c'est pas le cas, je vous rassure, plein de plantes tropicales autour de moi. Mais en revanche, Charlie, lui, sera beaucoup mieux s'il a 4-5 machines à café différentes pour lui servir, parce qu'il est italien, servir des cafés différents. Et puis un autre parce que le mobilier est dans un style industriel et qu'il est sensible aussi à l'industriel. Tu ne peux pas, dans une entreprise, quand même, répondre au cadre dans lequel les gens se sentent mieux, de se préoccuper de la santé mentale, psychologique ou du bien-être psychologique de chaque individu et de te dire finalement, tu finis par faire du sur-mesure par rapport à chaque salarié dans un objectif, comme tu le disais tout à l'heure, je reprends l'histoire du cocher, qui doit t'amener pas dans la destination que tu as décidée, mais la destination qu'on a décidé d'atteindre au niveau de l'entreprise. Donc comment ces entreprises qui font de plus en plus d'efforts pour le bien-être, comment arriver à situer le curseur? Et toi, qu'est-ce que tu leur amènes? Et bien voilà, justement, j'allais dire, c'est pas à l'entreprise de faire ce job. Ce sont des personnes de l'extérieur. Et nous, on va effectivement entendre des messages, des discours qu'un salarié ou une salariée n'osera même pas mentionner en face d'un service RH parce que la plante, si elle est un peu urticante, c'est pas le problème des RH qui va lui dire change ta plante. Okay, et ça, c'est important, c'est que nous, on va traiter des questions qui impactent les personnes à titre personnel, professionnel ou même privé, mais qui ont forcément une conséquence et un impact sur l'entreprise. Mais ce n'est pas l'entrepreneur qui peut s'occuper de ça. D'accord, mais c'est quand même le chef d'entreprise, le dirigeant, qui va fixer un peu l'objectif à atteindre pour avoir le meilleur climat social. Oui, alors on va peut-être éviter les discours sociaux parce que là, on peut rentrer dans des débats, mais c'est vrai, tu as raison. Il y a une clé qui, à mon avis, est la clé universelle, c'est de définir les besoins de chacun, aussi petit soit-il. C'est-à-dire que toi, c'est le fait, écoute, toi, là, tu as une petite fiche et indique-moi tes besoins. Pas tout à fait, c'est plutôt comment ça se passe en ce moment, comment on peut mieux faire, est-ce que tout va bien? Déjà, juste, est-ce que tout va bien? Combien il y a de personnes qui demandent à leurs collègues qui est en face? Je ne parle pas d'hiérarchie systématiquement, on est bien d'accord. À partir du moment où on a 2 ou 3 ou 4 personnes dans le bureau, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout... Non, on s'en fout. Et puis on met la peau de banane dans la poubelle de la collègue. Si, on le dit, ça va, mais on n'écoute pas la réponse. Oui, mais on se moque de la réponse. Il y a ça aussi. Mais on n'est pas dans une démarche, on a autre chose à faire aussi que de s'occuper du bien-être de l'autre. Par contre, ça peut peser sur une personne parce qu'il y en a un qui va effectivement avoir un problème de communication, qui ne va pas savoir s'imposer. J'ai des exemples, si on a le temps, je peux en donner deux ou trois. Et un petit travail sur lui ou sur elle va permettre de détendre quelque chose et d'aller vers un autre comportement. Question plus piquante, quelle est la légitimité des coachs? Parce que je suis allée voir un peu sur Internet. Je peux suivre un stage demain, d'une semaine, et je peux, au bout d'une semaine, avoir l'étiquette coach bien-être. Des coachs bien-être, je crois qu'on n'en a jamais vu autant, ça fleurit partout. Quelle est la légitimité des coachs? Comment devient-on coach? Comment on peut choisir un coach? Comment on sait qu'on a affaire, excuse-moi le mot, mais à un charlatan ou quelqu'un qui est réellement bien formé? C'est pas possible. Attends, j'ai découvert qu'en une semaine, je pouvais devenir coach du bien-être. On peut faire plein de choses en une semaine dans les formations. Effectivement, c'est le contenu de la formation, la durée, l'entraînement. Et puis, il y a aussi je ne sais pas là, si on parle des coachs ou si on parle de moi. Des coachs d'une façon générale, mais en te visant plus particulièrement, parce que c'est toi qui es là. Tant qu'à faire, j'en ai un sous la main. J'ai une petite différence dont je parlerai tout à l'heure, mais le coach, celui qui est le vrai coach, il a des outils, il a appris des outils. On a 5000 questions dans la poche pour pouvoir effectivement danser sur le discours de la personne et le ou la faire réagir en fonction de ses dires. Comme tout à l'heure je disais, si tu ne dis pas ça, ça veut dire
Si tu ne veux pas en parler, ça veut dire que peut-être tu veux en parler. Donc nous, on sait retourner les choses pour faire sortir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et ça demande une grande pratique. Donc effectivement, une formation très courte va forcément apporter moins qu'une formation beaucoup plus longue. Moi, je n'ai pas été formé très longtemps, mais je vous expliquerai pourquoi après. Ça a duré une bonne année, mais on a dû, pour valider la certification, on devait justifier 100 heures de coaching facturées à des gens qu'on ne connaissait pas. D'accord, avec du résultat à la clé? Avec du résultat. Oui. En fait, nous, on n'est pas le ticket gagnant. On donne la possibilité mais si la personne ne veut pas avancer, et c'est pour répondre à la deuxième partie de ta question, comment on peut choisir le coach? Le coach, c'est celui qui va arriver à définir si son client ou sa cliente est apte, motivé, et est en mesure de se remettre en question sur des petits points ou des grands points. Non, attends, excuse-moi, là, tu essaies de me perdre, c'est pas possible. Je te perds pas. Je me mets à la place d'un dirigeant, d'un chef d'entreprise qui vient de tomber sur ta carte de visite et qui se dit, tiens, c'est vrai, parce que là, on voit le magazine Agir, que je salue au passage, qui en a dédié tout un chapitre. On se rend compte à quel point c'est un sujet de plus en plus important. Voilà, je suis dirigeant, je prends conscience de ce sujet-là. Je sens qu'au niveau de l'entreprise, il y a quelques tensions. Je t'appelle, sur quels critères je vais te choisir? Là, ce n'est pas une question d'individualité, c'est le chef d'entreprise, le dirigeant, qui va choisir un coach bien-être pour le mettre au milieu de l'entreprise et pour faire un tour de l'environnement et des différents individus. Donc, quand tu dis c'est à chaque personne, non, là... Alors, pour répondre à ta question, oui, le coach et choisir son coach, ça ne va pas être un coach qui va être dans le conseil. Ça va être un coach qui va être dans l'écoute. Moi, je vais expliquer que les comportements humains de tous les jours, qu'ils soient personnels ou professionnels, je les ai pratiqués parce que je ne l'ai pas dit encore, mais je suis coach depuis tout petit. J'ai commencé il y a très 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 longtemps. Ça fait 40 ans cette année. Parce que je me suis intéressé à des questions humaines, parce qu'il m'est arrivé une aventure que je ne peux pas raconter là, qui change la vie et qui permet de voir la vie autrement. Et toute ma vie, j'ai expérimenté, j'ai cherché les clés et j'ai réussi, moi, à avoir la vie la plus épanouie possible dans les problèmes, l'adversité de tout le monde. Je ne suis pas mieux loti, mais je sais gérer. J'ai été entrepreneur, j'ai été salarié, j'ai fait plusieurs choses. J'ai j'ai cédé ma société, ça s'est mal passé, j'ai failli perdre ma maison qui était payée depuis longtemps. Je sais comment gérer la boule au ventre, je sais comment gérer le stress avec des méthodes. Donc ça répond à la légitimité. C'est une expérience de vie, c'est une expérience professionnelle qui fait que... Voilà. Alors maintenant, peut-être une question plus dérangeante. Et je salue au passage la RH qu'on avait reçue sur notre plateau et la psychologue du travail, que ce soit Marie-Ange ou Virginie. Tu ne marches pas un peu sur les plates-bandes RH, tu ne marches pas un peu sur les plates-bandes psychologue au travail? Alors, la psychologue au travail qui dit « Oh là là, allez chercher un coach » ou la RH, en effet, qui en faisant une intervention en entreprise dit « Là, je pense qu'on va avoir besoin d'un coach. » C'est à la commande de ces gens-là, c'est complémentaire. Si le service RH décide qu'il faut voir un coach, super, très bien. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. En revanche, on peut effectivement entendre que les RH se font effectivement un peu envahir par les coachs, mais il y a aussi tout un tas de choses que les RH n'ont pas envie et surtout n'ont pas le temps de gérer. Ils ne sont pas là pour gérer les bobos quotidien des personnes. Donc tu ne gères pas, tu ne marches pas sur les plates-bandes des RH, tu es là. J'allège la tâche. Et psychologue au travail? Et psychologue au travail, alors là on va faire un petit parallèle vite fait, je vais prendre une image. Le psychologue, il va creuser profond pour mettre un nom sur une pathologie mentale, ok? Pas forcément. Ça peut. Oui, ça peut. Pathologie, ça ne veut pas dire qu'on est un grand malade, on est d'accord. Oui. Donc une blessure profonde. Et nous, on va aller, après ça, la traiter avec des actions pour progresser. Parce que moi, ce que je veux savoir, OK, le problème, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? On le casse, on le réduit, on s'en débarrasse, on s'appuie dessus mais on fait quoi? Et on met des actions précises en place pour progresser. En gros, il y a un archéologue
et puis il y a un architecte qui construit le musée et qui fait qu'on avance. Alors, je voulais partager avec toi le hit parade des 10 choses qui nous rendent heureux au travail. Donc tout à l'heure, on l'a vu en 1, échanger vos collègues. 2, travailler en équipe. Être reconnu dans son travail. Surprenant, rencontrer de nouvelles têtes. Les rencontres ouvrent l'esprit et des portes. C'est cette notion de réseau professionnel. Si tu ne partages pas, tu me le dis. Hein. Si, j'entends très bien. Partager une activité ludique, tu vois, on y arrive. Ouais. Donc, comme quoi, parce que c'est considéré comme des moments de partage, de détente et qui permettent de décompresser. Découvrir en nous des qualités insoupçonnées. Oui, tu es toujours d'accord ? Je suis toujours d'accord. Et les qualités insoupçonnées, tout à l'heure, j'ai parlé de talents cachés qu'on n'exprime pas parce qu'on n'ose pas. J'aimerais bien être comme et faire, mais si tu vois que tu admires quelqu'un pour un talent particulier, c'est que toi, tu as probablement la graine, sauf que l'autre personne l'a travaillé et pas toi. Donc moi, je peux effectivement t'aider à devenir ce que tu admires chez l'autre. Transmettre les connaissances. Transmettre les connaissances. Voilà, transmettre est une source de satisfaction. Bien sûr. Vous engager pour une bonne cause. L'engagement solidaire au travail est une source de bien-être pour les collaborateurs. Ça booste le moral, retisse les liens entre collègues, permet de se sentir utile. C'est quand même fou. Hein. Tout est vrai. Positiver, bon ça on le savait quand même depuis longtemps, c'est quand même pas une découverte, mais tu vois, ça arrive quand même assez loin dans la liste. Opter pour l'énergie positive, la bonne humeur, la bienveillance, l'entraide. Et s'investir dans un projet collectif. Parce qu'il y a de l'humain. Parce qu'il y a de l'humain. C'est-à-dire, toi, tu es en train de dire qu'en fait, on est acteur. Chaque personne est acteur de son bien-être. Chaque personne est acteur ou actrice de son bien-être. Et qu'on a de plus en plus besoin de devenir acteur. Et on peut aider à devenir acteur parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes plus que acteurs ou actrices. Oui, c'est facile. C'est une position facile. C'est une position facile, mais c'est le cas. Oui, mais c'est la faute de, ou je subis telle contrainte. Ok, mais qu'est-ce que tu as fait pour essayer au moins d'amoindrir ou de progresser? Qu'est-ce que c'est le premier petit pas qui pourrait faire que tu pourrais supporter un peu mieux ou Alors, faire certains disent c'est faire des pauses de temps à autre, c'est déconnecter, arriver à se déconnecter du boulot. Je peux t'interrompre? C'est faire connaître ses besoins à la hiérarchie. Voilà, faire des pauses. Là, c'est l'art de pratiquer la pause. On dit faites des pauses, ok? L'art de pratiquer la pause. C'est la première fois que j'entends ça. Parce qu'il y a des techniques pour pratiquer une pause. Ça ne veut pas forcément se dire je vais faire une méditation pendant un quart d'heure. Non, il y a des techniques de relaxation qui durent 2 minutes. Il y a la pause, c'est pas forcément la clope et le café. Ça peut être aussi une boîte. Pour certains, excuse-moi, c'est vraiment. Pour certains, c'est la pause extrême. Vrai. Mais il y en a de moins en moins parce qu'ils savent aussi, les fumeurs. Moi, j'ai fumé. On sait aussi que quand on est fumeur, on compense, on se fait un plaisir. Mais en fait, quand on est super occupé, donc, c'est pas la compensation, c'est le fait de pouvoir véritablement récupérer, se faire du bien. Être acteur. D'accord. Ne pas se tuer à la tâche. Bon, ça fait longtemps quand même qu'on le sait, l'organisation. Et en somme, le bien-être au travail, c'est l'affaire de tous. Donc, pas seulement de l'employé, mais de l'employeur, comme on l'a vu, et de voir, une fois mis en place, le rendement et réussite qui en sont les avantages. Alors, justement, d'où ma question. Ça va piquer, là. Oui, ça va piquer. Comment peut-on chiffrer? Parce que là, tu nous as tout à l'heure donné un exemple concret. Voilà, cette dame, elle s'est arrêtée, elle a eu un temps d'arrêt de travail parce que, cause extérieure, sa maman, etc., et une situation plutôt conflictuelle. Et le fait qu'on en ait parlé, poum, ça s'est décanté, ça a décompressé, et hop, elle ne s'est pas arrêtée de travail. Mais comment un employeur, lui, peut mettre justement, comme tu l'as souligné, un thermomètre, un curseur, en se disant, tiens, hier à l'entreprise, ça nous coûtait tant, et aujourd'hui, ça nous coûte tant. Mis à part le fait de faire un graphique et de voir que tes accidents de travail, les arrêts de travail, l'absentisme est moins important, mais ce n'est pas pour autant qu'on va voir que la personne travaille mieux. Je ne dis pas plus, je dis mieux, et donc on fait quelque part plus. Donc comment, toi, tu arrives à dire, ok, moi, je suis un investissement pour vous, sollicitez-moi, et je vous montrerai à quel point vous allez gagner avec moi. Alors, je ne vais pas dire « je vais vous montrer », mais je vais plutôt dire on va noter une progression, effectivement, dans le comportement des gens. On peut pas, un humain, ça se mesure pas, c'est pas une machine.
On entretient les outils, on entretient les voitures et on pense que l'humain, il s'auto-entretient. Non. Donc, à partir du moment où on s'occupe de l'entretien de l'outil humain, c'est comme un outil qui n'est pas humain, il va forcément travailler mieux. Et j'ai travaillé dans une société, une grosse boîte de produits chimiques, et le directeur m'a dit, parce qu'on était, on était deux, et moi je m'occupais de l'individuel, parce que mon cœur, tout court, je ne vais même pas dire mon cœur de métier, c'est d'accompagner les gens en individuel, parce que, on en reparlera peut-être après. Le patron, c'était le numéro 1, m'a dit, pour l'instant, ce que je vois, c'est ce que toi, tu as fait, parce que tu as fait de l'individuel. Je me suis occupé de quelques personnes, ceux et celles qui avaient besoin, qui étaient volontaires et qui avaient effectivement des choses à traiter. Et il m'a dit, je vois la différence. Mais là, on est dans de l'humain, on ne va pas faire un tableau avec des mesures. Alors, on peut, j'ai fait des tests avec un appareil qui permet de prendre la tension, le rythme cardiaque, etc. Et on arrive à sortir des nuages sur un graphique où on voit que le service compta par rapport au service machin peut effectivement être plus cool ou moins, parce qu'il y a eu effectivement une Donc, tu es en train de opération. nous dire une entreprise alors, en effet, c'est rentable, le bien-être au travail, mais une entreprise peut être plus compétitive parce que la productivité des travailleurs, c'est le résultat direct du fait d'être bien au travail. Qu'est-ce qu'on fait avec une équipe de foot ? Si on les matraque en leur disant vous êtes que des nuls, ou si on met en place quelque chose de précis pour s'occuper d'eux aussi, massage, etc., sans parler du fait qu'un sportif, il faut le masser, on est d'accord, forcément ils vont être beaucoup plus efficaces. Si vous arrivez le matin à l'entreprise et que vous prenez un scud dès la première minute, forcément déjà la journée elle est morte. Oui, mais maintenant, ceci dit, toujours pour te titiller, je suis désolée, par le passé, et pourtant je ne suis pas quelqu'un qui est tourné vers le passé, tu avais l'impression qu'une entreprise, quand tu la regardais de l'extérieur, qu'il y avait un turnover assez important, que finalement ce n'était pas très attrayant, très séduisant, tu savais que c'était une entreprise dans laquelle les rapports étaient peut-être un peu tendus, assez stressantes, etc. etc. Aujourd'hui, on a l'impression, et c'est beaucoup de chefs d'entreprise qui le remontent, que bientôt, pour gérer une entreprise, il va falloir un psychologue du travail, il va falloir une RH à temps complet, il va falloir le coach du bien-être. C'est ce qu'on a fait. Tu as aussi les coachs, tu sais, du rire, oui. pour arriver... ouais. Les chief tu vois, c'est aussi officer. ce sentiment-là aujourd'hui que nous avons. Finalement, l'employeur, je suis désolée, je vais peut-être un peu t'agresser avec mon propos, où tu as l'impression que l'employeur est de plus en plus responsable pénalement, de plus en plus de choses, et qu'on va de plus en plus vers de la personnalisation. Et tu te poses la question, tu dis, mais quand tu as une entreprise où il y a 1500 employés, donc oui, je fais un étage loisirs, activités ludiques et sportives. Non. Là, je fais des ateliers de créativité. Dehors, il y a des jardins pour que les gens fassent un projet ensemble. Tiens, il faut que je dégage une cause humanitaire pour qu'ils se sentent bien. C'est à vous quand même qu'aujourd'hui, c'est quand même délicat et on a du mal à appréhender aussi ce sujet parce que, comme tu le disais, le bien-être est relatif à chaque personne. Exactement. Et chaque personne contribue à son propre mal-être aussi, en s'enfermant dans le cercle vicieux. Tu parlais de autrefois. Alors, il y a des autrefois lointains et puis moins lointains. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que, je vais faire le parallèle avec autrefois plutôt, on avait quand même plus de personnel pour une même tâche. Et aujourd'hui, on entend partout, ma collègue est partie en retraite, j'ai récupéré son boulot, ou on l'a divisé en 2-3 personnes. Et donc, il y a un stress aujourd'hui lié à la quantité de travail qui est quand même un petit peu plus important qu'autrefois. Et, plus de travail, plus d'informations. Plus d'informations à faire traiter. Les choses de plus en plus vite. La surcharge mentale qui est énorme avec nos portables, parce qu'on est concentré 5 minutes et puis il y a le SMS de jolie maman qui envoie les photos du petit et toc, on est déconcentré, on repart sur quelque chose. On gère de l'information en permanence. Et en fait, il y a une étude qui dit que 80% des dossiers qui sont ouverts dans notre cerveau sont en fait pas ce qu'on traite en ce moment. Là, on est ailleurs.
C'est parce qu'on est des Parce super, qu'on est multi. des Ben oui, mais super ça, et êtres. ça fatigue. Et voilà, ça Oui, abîme. c'est D'accord ? fatigant. C'est très difficile de gérer ça. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que si on compare par rapport à l'ancien temps, dans une entreprise, en règle générale, on faisait quelque chose qui était plus concret. On savait, quand on bossait chez Renault, on savait qu'il y avait du métal et du caoutchouc et du bois qui rentraient à l'usine au départ, puis il y avait des automobiles et des camions qui sortaient au bout, et on faisait partie de cette chaîne. Aujourd'hui, quand on a une personne qui est un stratège de la finance, qui travaille chez Orange, chez Bouygues ou chez une autre société, il va faire le même boulot, mais il ne sait pas forcément quelles sont les personnes, on parle d'humains là aujourd'hui, Oui, oui, oui. il ne sait pas forcément quelles sont les personnes qui sont sur le maillon d'à côté, au-dessus, en dessous, etc. Il fait son job avec des gens qui ne sont pas forcément d'ailleurs là, ça peut être à l'étranger. Et ça, c'est très difficile pour notre capacité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reste quand même des animaux. On a évolué, mais on n'est pas des machines créées Oui, mais pour... on a un cerveau qui est fatigué. oui, et puis plein de ressources quand même, et de zones qu'on n'a peut-être pas exploitées. Donc peut-être que demain, on va avoir encore des cerveaux qui grandissent. Mais il faut aussi remettre du carburant et puis l'entretenir. Oui, parce ouais, qu'il y a un ouais. moment où ça clash. D'ailleurs, le burn-out, il est là, c'est très clair. Et de l'humain, j'ai bien compris. Et de l'humain. Mais écoute, merci beaucoup de cet échange, Philippe. J'espère que ça sera beaucoup plus clair, le bien-être et surtout le coach bien-être. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer en un seul mot, En brièvement. un seul mot, je suis en relation avec une mutuelle de façon à pouvoir aider avec des coachs, une plateforme, on peut aider des grandes entreprises. Et la méthode, c'est pas on fait une série de 10 séances pour un tel pour le former, on écoute quelques minutes celui et celle qui en a besoin. Parce qu'on a tous besoin d'aide à un moment donné, mais pas au même moment et pas forcément pendant longtemps. Tiens, une dernière question. C'est l'assistance. Est-ce que ça veut dire que parce qu'une entreprise met en place le bien-être au niveau de sa société, à titre personnel, on va payer moins cher sa mutuelle, ou quand on en a une propre, mais aussi au niveau de l'entreprise, et qu'au niveau assurance, on va faire descendre... Ça viendra le jour où l'accompagnement sera acquis. Sera intégré. Voilà, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Philippe. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à toute la régie, merci de votre fidélité, merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout prenez soin de vous et faites attention à votre bien-être. À très bientôt.